Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission politique hebdomadaire, comme chaque lundi à 20h15, Débat News sur Tonosnet TV. Nous revenons bien sûr et bien évidemment sur l'actualité politique de la semaine dernière, qui s'est corsée quand même la semaine dernière, beaucoup de rebondissements dans le remaniement ministériel. On va en parler avec mes invités, mais nous ne recevrons pas ce soir le CPR qui est bien occupé avec Mohamed Abou pour savoir s'il va rester ou pas au sein du parti, donc le CPR. Nous ne recevrons pas aussi ce soir le parti Ennahda qui sont bien occupés à fêter la nomination de Ali Laraïd en tant que chef du gouvernement. Mais nous recevrons justement pour discuter de l'actualité politique de la semaine dernière Monsieur Mejid Haja Ali, membre du comité central du parti Jumouri. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons aussi sur notre plateau Monsieur Kaïs Karoui, membre fondateur du mouvement Al-Wafé. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons aussi Madame Leila Chatewi, membre du bureau politique de Nidetounes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous recevons aussi Monsieur Semi Rafdallah, membre du bureau politique du parti Ettakatel. Bonsoir, Monsieur. Alors, nous allons commencer donc notre émission avec Monsieur Ali Laraïd, l'ex-ministre de l'Intérieur et successeur de Hamadi Jbeli. Avons-nous besoin d'un homme de sécurité ou de politique aujourd'hui comme chef du gouvernement? Je commence par vous, Madame. Très bonne question, parce que là, on parle de sécurité. Avons-nous besoin d'un homme qui vient de la sécurité? Déjà, première question. Quel a été le bilan aujourd'hui de cet homme qui vient du milieu de la sécurité et qui était aujourd'hui ministre de l'Intérieur? Aujourd'hui, le peuple tunisien a le bilan. Un bilan qui est soldé par un grand sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité, aujourd'hui, fait que les derniers sondages montrent quoi? Montrent tout à fait que les Tunisiens ont un sentiment de sécurité qui est beaucoup plus important que ce sentiment, je dirais, d'insécurité qui existait avant le 14. Donc, et plus les autres problèmes, les problèmes aujourd'hui qu'on rencontre d'armes, qu'on retrouve dans des quartiers, et les problèmes d'armes aujourd'hui qui arrivent même... Notamment à Mihla. Bien sûr, le Mihla. Et puis il faut savoir que derrière ce problème d'armes qu'on a retrouvé, il y a un problème qui est encore beaucoup plus grave. C'est que ces armes n'ont pas été retrouvées parce qu'on cherchait des armes, mais ces armes ont été retrouvées fortuitement. Et ça, c'est encore plus grave. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, je me tourne vers Takatel, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Conseil de la Choura dirige le pays en Tunisie? Parce qu'on a quand même vu une troïka qui s'est affaiblie. On a vu que l'ex-chef du gouvernement, Hamadi Jbeli, qui a annoncé au peuple tunisien l'échec du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Conseil de la Choura qui dirige aujourd'hui en Tunisie? C'est ce que certains aimeraient que ce soit. Ce serait malheureux que ce soit le cas parce que nous avons toujours appelé, premièrement, à un gouvernement d'intérêt national, même avant le 23 octobre, et deuxièmement, à ce qu'il y ait le consensus le plus large possible au sein du gouvernement. Donc dire que le Conseil de la Choura, qui est la plus haute instance d'un parti, dirige le pays, veut dire que ce parti est un parti qui voudrait revenir à des usages qu'on voudrait ne plus voir dans le pays, c'est-à-dire le parti unique. On n'est pas dans un cadre de parti unique. Même si Ennahda a eu les meilleurs résultats aux élections du 23 octobre, la situation actuelle nécessite absolument qu'il y ait un consensus et un partage du pouvoir parmi toutes les sensibilités et les partis politiques en Tunisie. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on voit M. Ali Laraïd, l'ex-ministre de l'Intérieur, qui est nommé officiellement aujourd'hui est chef du gouvernement, est-ce que ça change les donnes ou pas? Pour nous, ça change pas grand-chose. Ce n'est plus une question d'homme ou de personne, c'est une question de perspective. Il faut absolument donner au peuple tunisien un message d'apaisement. Ce message d'apaisement ne peut venir que par le fait de rendre les ministères souverains, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice. Le ministère de l'Intérieur, personne ne le prendra, ce sera un Ennahda. C'est ce que Khaled Tarouch a déclaré, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que le ministère de l'Intérieur va être tenu par une personne au sein même du ministère qui est sûrement du parti Ennahda. Je vous ai coupé la parole, je donne la parole à M. Mejid par rapport à ce qu'on a dit. Je voudrais juste répondre à votre question. M. Ali Laraïd n'est pas l'homme de la sécurité, c'est l'homme de l'insécurité. De l'insécurité. Il y a une grande différence. Il ne faut pas oublier qu'un des grands échecs, l'échec majeur du gouvernement partant, est la sécurité. Aujourd'hui, on trouve l'acteur principal, et ce n'est pas du tout personnel, l'acteur principal de cet échec est nommé aujourd'hui
chef du gouvernement. Pour répondre à notre ami du Takat, moi je suis étonné que Takat ne s'est pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui de l'hégémonie de Nahda. Vous vous posez la question, tout le monde constate aujourd'hui l'hégémonie de Nahda. Et moi je vous dis encore, Majlis al-Choura aujourd'hui a une place prépondérante devant les instances des autres partis. Les concertations, à ma connaissance, et là vous pouvez me corriger si vous avez d'autres informations, n'ont pas été des concertations avec Takat, mais c'est des concertations internes à Nahda pour nommer un chef de gouvernement dont Takat, jusqu'à nouvel ordre, faisait partie et fait partie et un des membres de cette alliance. Les uns les autres. Je vais juste donner la parole quand même à M. Kaïs Karoui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à tout ce que vous avez entendu déjà? Alors, concernant Ali El-Araïd en tant que Premier ministre, moi je pense que M. Ali El-Araïd... Il y a une différence entre chef du gouvernement et Premier ministre quand même, c'est quand même... c'est la même chose, je pense. C'est la même chose. Mais bon, M. Ali El-Araïd n'a jamais été... C'est un régime mixte quand même qu'ils ont... Donc... Il n'a jamais été vraiment un homme de sécurité parce qu'il n'a pas été policier avant, il n'a pas une formation d'un homme de sécurité. C'est un homme politique, un militant peut-être avant d'être un homme politique. Alors maintenant, concernant ses performances en tant que ministre de l'Intérieur, c'est comme les performances du gouvernement, elles ne sont pas convaincantes du tout. Le ministère de l'Intérieur, on y trouve encore des hommes de l'ancien régime qui sont très haut placés et qui dirigent réellement le ministère de l'Intérieur. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est le problème de volonté politique. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de volonté politique. Le gouvernement n'a démontré aucune volonté politique pour réaliser les objectifs de la révolution. Est-ce qu'après le 6 février, parce que ça a été un choc, un électrochoc pour tous les Tunisiens, l'assassinat... On a tourné une page le 6 février quand même. Oui, ça a été un électrochoc. Maintenant, est-ce que la volonté politique va y être ou pas? C'est ça la question qui se pose réellement. Je me retourne vers vous, Madame Laïla. Oui. Absolument. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'entendre la volonté politique et la volonté politique. Moi, je pense qu'on devrait plutôt parler de la volonté du peuple. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'entendre, nous sommes en train de parler, que ce soit à Nahda ou un peu, je dirais, ceux qui sont dans la Troïka, parler plutôt d'une légitimité des urnes. Et cette légitimité des urnes, aujourd'hui, fait passer aux oubliettes la légitimité du peuple. Aujourd'hui, en parlant du 6 février, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est sorti, il est sorti en masse. 1 400 000 de personnes qui sont sorties sur la capitale, sans compter le nombre d'autres Tunisiens qui sont sortis dans les régions. Toutes les régions. Et qu'ont demandé ces Tunisiens? Ils ont demandé à ce qu'on les entende une fois pour toutes. Il y en a marre. Ils ont dit, il y en a marre. Il y en a marre de tout ce que nous sommes en train de subir. Il y en a marre de tout ce que nous sommes en train de vivre, que ce soit en termes d'insécurité, parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, comme vous avez dit, probablement, il n'a pas la formation. C'est pour cela que nous demandons, aujourd'hui, en tant que Nideto, nous demandons des technocrates, des experts en la matière, des personnes qui sont du milieu et qui savent ce qu'il faut faire pour maintenir, je dirais, ce sentiment de sécurité chez les Tunisiens. Et je dirais autre chose. Nous, en tant que Nideto, qu'est-ce que nous avons demandé quand Jbeli est sorti, donc le fameux jour, en disant « Voilà, je prends la décision de passer sur un gouvernement de technocrates ». Qu'est-ce que nous avons demandé? Nous avons demandé à ce que, on puisse avoir Vous avez envoyé un communiqué entier. Oui, quand même. et nous avons parlé d'un gouvernement de technocrates où tous les ministères existe une donnée qui s'appelle la neutralité. On ne parle plus d'hommes politiciens, de politique au niveau des ministères. Nous avons demandé autre chose, c'est que les fameuses ligues de protection de la Révolution qui sont en train de s'aimer, l'insécurité dans le pays. Qui vont ouvrir 2 autres bureaux encore absolument, en Tunisie et à l'étranger. Qui ouvrent, absolument. On leur donne encore plus de légitimité pour aller encore plus vers l'avant. Nous avons demandé à ce que cette association soit complètement dissoute. Nous avons demandé aussi qu'on puisse mettre aussi une date pour les prochaines élections. Nous avons demandé à ce que la Constitution soit aussi rédigée dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans les 2 Mais Kaït Essebsi a demandé la dissolution de l'ANC quand même aussi, je vous rappelle. Enfin. Il n'a pas demandé, il en a parlé en passant. En passant. Pourquoi? Parce que les résultats de l'ANC, aujourd'hui, sont des résultats qui sont catastrophiques. Si on doit les juger par rapport à leurs résultats, et aujourd'hui, faire de la politique, c'est aussi obtenir des résultats. Ce n'est pas seulement parler. Monsieur Semi, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Bon,
Non, je pense que M. Beji Qaït Sebsi s'est rétracté sur le fait d'avoir demandé la dissolution de l'ANC. Ça a fait un tollé quelque part parce que c'est la seule institution légitime aujourd'hui en Tunisie. Et pour parler de la volonté du peuple, parce que chacun, tous les politiciens maintenant parlent de la volonté du peuple, la volonté du peuple s'exprime par les urnes. Et entre deux élections, on ne peut pas parler réellement de la volonté du peuple parce qu'elle ne peut pas être quantifiée ni par des sondages, ni par rien d'autre, que par la volonté et l'expression à travers les urnes. C'est ça la volonté populaire. Pour moi, Takatol a été clair sur 4 points. Le premier point, c'est de confier les ministères souverains à des personnalités indépendantes et technocrates. Et nous n'allons pas revenir là-dessus. Takatol est un parti de consensus, est un parti centriste, mais lorsqu'il prend des décisions, il ne revient pas dessus. Donc on ne reviendra pas sur cette décision de ne pas participer à un gouvernement au cas où les ministères souverains ne sont pas accordés à des personnalités indépendantes. Il y a tout de même quelque chose qui vous suit, Takatol, c'est la démission de Kalima Souid qui a dit que les décisions au sein de Takatol se prenaient à Gamar dans une villa à autour de 5 personnes. Est-ce que... Mais je ne suis pas sûr que les décisions se prennent autour... je pense que ça va être une plaie qui va vous suivre, ça, hein, quand même, les déclarations de Kalima Souid. Je ne pense pas que les déclarations d'une députée nous suivra. L'essentiel, c'est qu'on est dans une dynamique. Députée de Takatol. Elle est toujours députée. Oui. Elle est toujours députée. Elle a été élue sur une liste de Takatol. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Oui. Est-ce que un député doit maintenir son mandat alors qu'il a été élu sur une liste d'un parti ou pas? Mais tout ce que je veux dire, c'est que Takatol est dans une dynamique positive. Takatol est en train de se restructurer. On va rapidement vers un congrès. Et Takatol était quand même supposé, enfin, d'après les informations qu'on a eues après le 23 octobre, faire l'équilibre entre le CPR et Takatol est au milieu, Nava. Est-ce que ça a été réussi, cet équilibre? On a vu l'équilibre qu'a essayé de faire Takatol. Takatol, c'est complètement, jusqu'à aujourd'hui, et là, je prends acte de leur position et j'attends de voir, Takatol n'a fait que s'aligner complètement sur les positions de Nahda. Laissez-moi terminer. Jusqu'à aujourd'hui, on a tiré les sonnettes d'alarme plusieurs fois contre cette vague de violence. Quelle était la réponse de Takatol en tant qu'acteur en tant qu'acteur du gouvernement? La responsabilité de Takatol dans le gouvernement, vous êtes solidaire de ce gouvernement, oui ou non? Donc cet échec du gouvernement est aussi l'échec de Takatol. Mais j'aimerais revenir, moi, sur la nomination d'Ali Araïd. Aujourd'hui, on a une réponse, un message clair du peuple. Le choc du 6 février a eu une première réponse. Le 8 février, le peuple a battu le pavé derrière, que moi je considère, derrière la plus grande manifestation conduite par Chokri Belaïd, mort. Et le peuple, comme on dit, 1 400 000, quelle était la réponse? C'est la nomination de Ali Araïd au poste du chef de gouvernement. Pourtant, ils étaient 4 quand même dans la nomination. Il y avait, je pense, le ministre de la Santé, il y avait Samir Djilou, Ali Araïd lui-même, bien sûr. Et bon, ça prouve que c'est, contrairement à ce qu'on entend ça et là, c'est une cuisine interne de Nahda et c'est une cuisine interne de Majlis Choura. Après, M. Qaïs, vous ne demandez pas souvent la parole. Non, je ne demande pas la parole. Allez-y, madame. Je reviens vers vous. Alors, ce que j'ai entendu chez Takatol est très intéressant, parce que qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu notre parti est centriste, mais quand on prend des décisions, on ne revient pas dessus. Un grand point d'interrogation. Ça veut dire quoi? Parti centriste, et quand on prend des décisions, on ne revient pas dessus? J'ai l'impression que quand il y a des décisions qui sont prises quelque part, on ne revient pas dessus. C'est ce que j'ai entendu, et ça coïncide un peu avec ce que nous sommes en train d'entendre par rapport à Takatol, qu'il y ait tout le temps cette volonté de prise de décision en haut de la pyramide et pas du tout une concertation au niveau de la base. Deuxième chose, par rapport à Beji Qaït Sebsi, qui apparemment, Takatol a entendu qu'il est revenu sur ses dires. Beji Qaït Sebsi n'est jamais revenu sur ses dires, sur aucun plateau, et n'a jamais fait de conférence de presse pour dire « je reviens sur mes dires ». Ça a été discuté un peu à droite et à gauche. Ce qu'il a dit tout simplement, il a dit « c'est quoi cette assemblée aujourd'hui qui n'a pas réalisé du tout ce qui lui a été demandé
une année et demie après, d'autant plus que cette Assemblée, on lui a augmenté son budget de plus de 15% par rapport à l'année dernière. Donc beaucoup plus d'argent, pas d'atteinte de résultats, mais en plus, il faut absolument la laisser faire et elle ne nous donne pas de date pour nous dire quand est-ce que la Constitution sera prête. Et là, vraiment, bilan de cette Constitution. Alors, je voudrais quand même répondre. Je donne la Takat et après juste à vous. Parce que le sujet du jour, c'est Takat. Donc, pour répondre, alors... Loin de là. Premièrement, donc, il y a eu un conseil national... Vous vous sentez visé? Non, ils ont parlé 2 fois de Takat, donc je suis obligé de répondre. Allez-y. Il y a eu un conseil national le dimanche dans Casfax, regroupant ce qu'on appelle les bases du parti. Et les bases du parti se sont exprimées. Les bases du parti se sont exprimées à travers un communiqué qui a été donné à la presse, rendu public. Ce communiqué dit précisément, alors, le soutien à Hamadi Jbel, à la demande de la neutralité des ministères souverains, un gouvernement restreint et que les ministres, les futurs ministres du gouvernement ne se présentent pas aux élections. Ça, c'est la décision du Conseil national, qui est la plus haute institution du parti et qui représente toutes les franges du parti et toutes ses bases. Voilà. Moi, je voudrais quand même mettre un bémol sur chacun voudrait faire porter l'échec à l'autre. Moi, je pense qu'il y a un échec global. Il y a un échec global de la politique. Est-ce que l'opposition rentre dans cet échec? Il y a un échec de l'opposition. Les médias aussi? Il y a un échec de l'opposition. Il y a un échec. On n'est pas arrivé, après le 23 octobre, à trouver un consensus entre tous les partis. Chacun veut porter... l'opposition a voulu, dès le premier jour, montrer que le gouvernement a échoué. Aujourd'hui, il n'y a aucune évaluation objective du rendement du gouvernement. Mais comment on peut évaluer justement ce gouvernement? Et je défie n'importe qui de nous donner une évaluation technique. Moi, je peux vous donner une évaluation donnée par le Premier ministre. Excusez-moi, je vais terminer. Il y a une évaluation politique, et je rejoins mon ami Mej en disant qu'il y a eu un échec, mais politique, pas technique, parce que l'évaluation technique des ministères n'a pas été réellement faite. Il y a peut-être des ministres qui ont réussi techniquement, mais qui n'ont pas réussi médiatiquement, n'ont pas réussi politiquement. Voilà. Je voudrais prendre la parole. Alors, je voudrais répondre à Madame concernant la volonté du peuple, justement. La volonté du peuple ne s'est pas exprimée le 6 février. La volonté du peuple s'est exprimée pendant la Révolution. Le 8, elle s'est exprimée pendant la Révolution du 17 au 14 janvier. Et bon, on connaît tous les slogans qui ont été criés pendant la Révolution. Et le problème qu'on vit actuellement, c'est que tous les gouvernements, je dis bien tous les gouvernements qui se sont succédés, n'ont rien fait pour que la Révolution atteigne ses objectifs. Donc, ça commence par Ranouchi, en passant par Sepsi, et en arrivant au gouvernement de la Troïka maintenant. Tous les trois, d'ailleurs, ont refusé d'auditer l'économie tunisienne, ils ont refusé d'auditer tous les ministères, ils ont refusé d'auditer toutes les entreprises publiques, et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on n'audite pas toutes ces entreprises après une révolution? Pourquoi on n'ouvre pas les dossiers? Pourquoi on n'ouvre pas les archives? Alors, tout ça n'a pas été fait et on en est justement arrivé là où nous en sommes maintenant. Ce n'est pas les LPR qui sont le problème. Les LPR, c'est l'un des problèmes parmi d'autres. Et je ne pense pas qu'il faut vraiment mettre ce problème en tête de liste. Nous ne défendons pas les LPR. C'est une association comme une autre. C'est pas pour prendre la défense de l'idée tous. Si c'est une association comme une autre. Juridiquement parlant, c'est une association comme une autre. Maintenant, si c'est une association, pardon, je termine. Alors, si cette association est une association criminelle, il faut tout simplement s'adresser à la justice. Nous savons bien sûr que la justice est loin d'être parfaite et qu'elle est même plus imparfaite que parfaite, mais c'est tout ce que nous avons sous la main maintenant. Il faut s'adresser à la justice et il faut laisser la justice décider. Allez-y, madame, et après, monsieur Nejit. Oui, absolument. Je reviens sur cette notion d'auditer les comptes. Allez faire un sondage aujourd'hui auprès des Tunisiens et demandez-leur, est-ce qu'aujourd'hui, votre priorité est d'auditer les comptes? Aujourd'hui, les Tunisiens vont vous dire quoi? Ils vont vous dire que pendant la période Sepsi, qui était la transition pour nous amener vers les élections qui ont permis aujourd'hui à la Troïka d'être présente, qui ont permis aujourd'hui à Nahda de pouvoir être présente et aujourd'hui de faire en sorte que le Majlis Choura, c'est lui aujourd'hui qui gère la Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant cette transition, les prix n'ont pas augmenté comme ils ont augmenté aujourd'hui. Regardez le panier de la ménagère.
Le pauvre Tunisien, aujourd'hui, c'est qu'il est en train de supporter. Est-ce que vous savez que le kilo de la pomme de terre a augmenté de 500 millim? Je pense que le Tunisien regarde ça aujourd'hui qu'autre chose. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le kilo de la tomate est passé de 300 millim à plus de 1200? Est-ce que vous savez aujourd'hui que le kilo de viande est passé de 14 dinars à 22 dinars? Et j'en passe. Je peux vous donner des chiffres et des chiffres et des chiffres. Est-ce que vous savez aujourd'hui, quand on parle de Mais alors, quelle est la solution? D'après Nidé Tounes, quelle est la solution, justement? Vous ne nous avez pas associés aujourd'hui à ce processus de discussion et de négociation. Et d'ailleurs, je rejoins votre idée, Madame Leïla, en disant que le Conseil de la Choura je vous coupe la parole pour revenir sur votre idée aux déclarations du Conseil de la Choura qui a accepté d'avoir un gouvernement d'union nationale en rejetant Nidé Tounes. Absolument. Encore une fois, Nidé Tounes regorge d'experts, de gens qui sont spécialisés dans leur domaine, aujourd'hui qui sont en train de travailler sur des programmes extraordinaires avec des solutions formidables pour ce pays. Donc la solution, c'est des technocrates de Nidé Tounes. Voilà, exactement. Je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui, la solution, vous savez quoi? La solution. Je voudrais quand même poser une question parce que c'est important. Je vous ai laissé terminer tout à l'heure. Alors allez-y, Madame Leïla, et après on passe à la question importante. Et Monsieur Je t'ai présenté comme étant technocrate. Pendant cette transition, quand le Béji Caïd Sebsi a pris, c'est-à-dire a été appelé, c'est-à-dire pour gérer le pays en tant que chef du gouvernement. Absolument. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris ce gouvernement, première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des technocrates à la tête des gouvernements, avec de tout ministère. Je ne prends pas de nom. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ce que toute personne qui voulait avoir une carrière politique devait donner sa démission. Qui a donné sa démission? Yassine Brahim a donné sa démission. Il est sorti. Il est sorti après un bon bout de temps. Hein. Il est resté au moins 2 mois au gouvernement. Voilà l'exemple. Et il s'est baigné à Taparoura. On se rappelle tout ça, alors que personne n'a pu se baigner encore une fois à Taparoura après lui. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le pays vers des élections. Bon, alors, il a placé la sécurité en place. L'un n'empêche pas l'autre. Il aurait pu aussi apporter des... La question est quand même importante. La question est... Alors, Monsieur Majd, allez-y. Je ne vais pas vous répondre. Parce que sincèrement, je trouve le fait... Yassine Brahim a intégré le gouvernement de Béji Caïd Sebsi comme étant technocrate. Il a intégré... Il s'est avéré par la suite que ce n'est pas un technocrate. Alors c'est quoi le terme technocrate? Ça veut dire quoi? Un robot qui ne pense pas, qui ne suit aucun courant de pensée? Ayez l'amabilité, vous qui êtes démocrate, de me laisser vous répondre. Allez-y. Merci. Alors, M. Yassine Brahim, effectivement, est entré, comme d'autres, comme Saïd Lahaïdi, au gouvernement de Béji Caïd Sebsi en tant que technocrate. Je ne vais pas le défendre, son CV le défend largement. Après ce passage au gouvernement, il a décidé de faire autre chose, entre autres de la politique. Ça ne regarde que lui. Et pendant qu'il était ministre au gouvernement de Béji Caïd Sebsi, il n'a pas eu une activité partisane. C'est ce qui est demandé. Très Alors, bien. je passe. Et là, je reviens vers la situation aujourd'hui de notre pays. Le chef de gouvernement a fait un aveu, l'ex-chef de gouvernement a fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui dirige le temps de la passation. Vendredi dernier, il est parti au chef de gouvernement, même s'il est ce qu'on appelle un chef de gouvernement partant. Bon. Alors, notez-le. Alors, il termine, et votre question est importante. Le chef de gouvernement lui-même a avoué l'échec du gouvernement. L'échec n'est pas, c'est vrai que c'est pas du tout qu'un échec électoral, c'est un échec monétaire, c'est un échec au niveau de l'image de la Tunisie qui s'est détériorée à l'étranger et son implication sur le tourisme, son implication sur l'investissement et aux finalités, en dehors des audits, comme a dit mon ami. Aujourd'hui, le Tunisien, quand il va au marché, il n'a pas besoin d'audit. Il voit que ses capacités aujourd'hui sont largement entamées. Et je parle même du cadre, je ne parle même pas de la Vous allez prendre la parole. Mais je rappelle aussi, juste entre parenthèses, que le ministère juste entre parenthèses, le ministère du Tourisme et le ministère des Finances est géré par le même ministre encore actuellement. Allez-y. Bon, alors, pour y revenir aux technocrates, comment vous pouvez garantir qu'une personne est technocrate? Mais on ne peut pas garantir qu'une personne est technocrate. Et en plus, on ne résout pas des problèmes politiques avec des technocrates. Maintenant, nous vivons une crise politique en Tunisie. Et une crise politique, c'est des politiciens qui
la résolvent. Ce n'est pas des technocrates. Maintenant, pour dire que le Tunisien ne veut pas auditer les comptes, mais ça c'est très grave parce qu'on a des problèmes. Mais pardon, je termine. Le Tunisien maintenant vit des problèmes économiques et sociaux et pour trouver des solutions, on doit auditer. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr. Je vais quand même... Allez-y, alors c'est votre question importante. La question qui est quand même importante et qui me tarote. Est-ce que Nidé Tounes, je pense que la position officielle de Nidé Tounes était, de Jumhouri d'ailleurs aussi, de ne pas participer au prochain gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Bien évidemment. Je sens que vous êtes journaliste quand même. Bien sûr. Ne pas participer ne veut pas dire ne pas être là pour soutenir ce gouvernement. Mais vous avez choisi de ne pas participer. Donc je voudrais comprendre je quand même la position, moi, ce que je comprends pas, quelle est la relation c'est pour que tout le monde comprenne. La relation entre participer dans le gouvernement et être en dehors du gouvernement. Ce que je ne comprends pas, c'est cette notion de vous êtes avec nous ou vous êtes à l'extérieur et donc vous êtes contre nous. Vous préférez dans l'opposition, quoi. C'est ça peut-être que vous voulez dire. À mon avis, c'est quelque chose qui vous voudrez rester dans l'opposition. Ça me rappelle des choses qu'on a vues un peu il y a des années en arrière. Je vais continuer la question parce que la position de Jumhouri est intimement liée à votre position. Jumhouri dit, moi je ne rentre pas dans le gouvernement. Ils l'ont toujours dit d'ailleurs. C'est ce qu'on voudrait comprendre. Quelles sont exactement les conditions de Jumhouri? Parce que vous dites, on ne rentre pas dans le gouvernement, et Jumhouri dit, nous, on ne rentre pas si Nidé Tounes ne rentre pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Je vais répondre... je pense que la personne est bien placée pour répondre. Je vais répondre à Jumhouri, moi je vous réponds. Donc, là, on parle d'un gouvernement d'union nationale qui n'est plus d'actualité. De toute façon, cette question est complètement écartée. On parle d'un gouvernement dans une optique d'aujourd'hui. Nous, on a posé des conditions qui sont les 4 ministères d'autorité sont tenus par des technocrates, des actes vraiment contre cette vague de violence, les LPR, des mesures concrètes et un calendrier clair. Dans ce cas-là, on soutiendrait un gouvernement qui adopterait ces mesures-là sans pour autant entrer dans le gouvernement. Je pense qu'on peut, en tant que parti, apporter un soutien sans condition à des gouvernements qui remplissent ces critères objectifs qui sont les nôtres depuis le 28 mai, notre conférence de presse du 28 mai. Notre position n'a pas changé là-dessus. Nous demandons autre chose par rapport à cette liste aujourd'hui qui est demandée par le Jumhouri. Nous en avons discuté aussi. D'abord, pour revenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que d'abord, en tant que Nidé Tounes, on ne nous a pas appelés. On ne nous a pas demandé si vous voulez faire partie de ce gouvernement ou non. Au contraire. Au contraire. Vous voyez que la Choura aujourd'hui, pour eux... Pourquoi on ne vous a pas appelé? Pourquoi? Point d'interrogation. Vous étiez présent lundi avec Point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Vous étiez présent aux deux dernières réunions. C'est l'information que je vous donne. C'est l'information que je vous donne. Très bien. Nidé Tounes aujourd'hui n'est pas... était présent lundi dernier et vendredi dernier aux réunions avec le chef du gouvernement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler de Hamad Ijbeli. Hamad Ijbeli, maintenant, c'est quelque chose qui est tout à fait révolu. Donc vous parlez d'Ali Laraïd. Maintenant, nous sommes en train de parler d'Ali Laraïd. Aujourd'hui, au niveau d'Ali Laraïd, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Il ne nous a pas appelés non plus. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Il vient d'être nommé, c'est le temps. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, alors. Aujourd'hui, en tant que... Nous ne parlons pas du personnage, nous parlons du principe en lui-même. En tant que Premier ministre aujourd'hui, si ce Premier ministre nous dit... en tant que chef du gouvernement. En tant que chef du gouvernement, allez. En tant que chef de gouvernement, s'il nous dit... Je vais mettre en place des ministres. Parce qu'il sera le chef de l'exécutif quand même. Absolument. Il y aura des technocrates au niveau de tous les ministères. 1. De 2, nous allons mettre des dates pour les prochaines élections. 3, on va faire en sorte que la Constitution sera prête dans les délais très brefs pour les Tunisiens. Et puis, nous allons aussi donner la possibilité à ceux qui vont être là de revoir les différentes nominations qui ont eu lieu pendant toute la période où Nahda était au niveau des différents ministères. Et là, c'est un point qui est très important pour nous. Est-ce que la démission de Hamad Ijbeli, ce n'est pas une stratégie du parti Nahda depuis le début, selon vous? Moi, je pense sincèrement que c'est un constat fait par un homme, la dimension humaine du personnage. Je pense qu'à un moment, il s'est rendu compte des limites d'un gouvernement qui est basé sur un coupage très partisan
très politico-politicien, il s'est rendu compte de cet échec, il s'est rendu compte de l'importance d'un gouvernement qui rassemblerait derrière lui les différentes composantes de la classe politique, de la société civile en Tunisie. C'est quelqu'un qui, à un moment crucial, a pris ses responsabilités. Nous, Trop tard, peut-être? Malheureusement, on aimerait bien que cette initiative serait arrivée peut-être 2-3 mois avant. Mais aujourd'hui, les choses en sont là. On est arrivé vers l'impasse. Ce monsieur, vu ses responsabilités, vu le poste qu'il occupait, s'est rendu compte de cette impasse et de la non-possibilité, et d'ailleurs il l'a dit dans son discours hier, de jeudi, je pense, de l'impossibilité de procéder de la manière. Alors, oui. Personne ne peut mettre en doute l'échec du gouvernement, et moi je pense que la démission de M. Hamadi Jbeli était inévitable, et peut-être qu'il aurait dû démissionner bien avant, parce que tout le monde a commencé à constater l'échec depuis déjà quelques mois, et le plus grave, c'est qu'il n'y a pas de solutions qui sont présentées. C'est-à-dire maintenant, moi je suis face à Jomhouri, face à Nidé Tounes, face à Takatel, moi-même je fais partie du mouvement OFA, et alors moi je me demande, c'est quoi le rôle d'un parti politique s'il ne présente aucun projet de loi à l'ANC au Parlement? Si un parti politique qui a un groupe parlementaire ne présente aucun projet de loi, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, je voudrais le comprendre, je voudrais savoir. Nous, on a présenté jusqu'à maintenant une douzaine de projets de loi. Les autres partis à l'ANC, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ces projets de loi ont été suivis des faits? Juste, je vous pose une question. Suivi des faits ou pas suivi des faits, après, nous militants, pour votre information, à l'ANC, on a présenté des projets à l'ANC, entre autres un projet sur la justice transitionnelle, et ça n'a pas eu d'effet. C'est pas passé, quoi. Ça n'a pas eu d'effet. Donc moi, je vous dis, nous, on a présenté un projet, notre vision sur un sujet aussi crucial que la justice transitionnelle. On l'a défendu sur des plateaux, on l'a défendu dans des conférences de presse. Et aujourd'hui, on a une composante importante de l'ANC qui est sourde à ça. Jusqu'à aujourd'hui, on a un ministère de justice transitionnelle, on se demande, depuis le temps de sa création, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec la loi sur la justice transitionnelle qui va être votée prochainement? J'ai eu le brouillon de ce projet de loi. On répondait vite fait, qu'on passe à autre chose. On a beaucoup à dire là-dessus, et on va présenter nos amendements à l'ANC lors de la discussion. Alors, moi, j'aurais juste une question avant. On va revenir sur le marché Bilqassa avec M. Hamadi Jbeli. Et alors, on va y aller tout de suite. Allez-y. Alors, justement. La visite de Hamadi Jbeli au marché. La visite de Hamadi Jbeli au marché. Donc, la veille, présentation de la démission. C'était vendredi dernier. Absolument, enfin. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, juste après la réunion de Choura, on sort de la réunion où on va à Bilqassa. Bon, il est sorti un peu avant la réunion quand même. Je ne sais pas, mais bon, disons qu'il est sorti après ou avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il est allé au marché de gros de Bilqassa. Au marché de gros de Bilqassa, pour faire quoi? Pour constater que les prix ont encore augmenté? Qu'est-ce qu'il y a eu finalement? Qu'est-ce qu'on a entendu? Je ne veux pas parler de cela. Mais ce que nous avons constaté un bain de foule. Je voulais rappeler à madame que je ne fais pas partie du gouvernement. Vous pouvez vous adresser à Takatel pour ça, pas à moi. Alors, moi, personnellement, vous êtes tombé sur la mauvaise personne pour défendre Nard. Je pense que Nard peut se défendre largement. J'ai pas terminé, parce que ce que j'ai entendu, je l'ai bien entendu à la radio, il y avait un bain de foule. Et qu'est-ce qui se disait? C'était... On parlait des élections, des futures élections de Nahda. On parlait de ça. Et puis, incroyable mais vrai, Jbeli était tout à fait à l'aise dans cette situation, surtout en entendant que ces gens-là n'étaient pas pour, qu'est-ce qu'on a entendu? Ni Tajama, les Tajama ou l'idée. Mais c'est quoi encore cette histoire de faire encore cette liaison entre Tajama et c'est pas possible, c'est incroyable.
On est encore dans cette rhétorique, cette carte qui est tout le temps ressortie et ça va relâchée aussi longtemps quand même. à chaque fois. Je voudrais quand même revenir sur la question de M. Hamad Djbeli. Je pense que M. Hamad Djbeli a été sincère dans sa démarche. Le problème, c'est que, comme l'a dit Mèche tout à l'heure, c'est que ça traîne depuis maintenant presque 8 mois. 8 mois qu'on parle de remaniement ministériel, qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à trouver de consensus entre les familles politiques. Et même si je suis quelqu'un de très optimiste et de très positif, j'ai quand même quelques appréhensions sur l'avenir, parce que pour la deuxième étape, pour le deuxième round, on ne pourrait évoluer et sécuriser la situation du pays qu'avec un large consensus. Si Ennahda aujourd'hui n'arrive pas à trouver ce large consensus pour former le gouvernement, il va y avoir, je pense, une situation économique, sécuritaire et sociale qui va dégringoler. Parce qu'elle a absolument besoin, je vais terminer mon idée, elle a absolument besoin d'avoir une majorité large au sein de l'Assemblée nationale constituante qui lui permette d'aller vers des élections démocratiques rapidement, de tracer une feuille de route pour les prochains mois, que cette feuille de route soit claire et qu'elle soit appuyée par la plus grande majorité possible au sein de l'Assemblée. Si il y a une volonté d'hégémonie pour le deuxième round, là, je pense qu'on va avoir des problèmes qui vont s'accentuer pour les prochains mois. J'espère que ce ne sera pas Madame Leïla. Voilà. Très très rapidement, c'est pour m'adresser plutôt à Takat. J'ai entendu récemment Lies Farfer, qui est le ministre des Finances et aussi du Tourisme, dire qu'au niveau de cette transition démocratique, nous avons terminé la première étape et le premier round, et nous sommes en train de passer sur le deuxième round. Moi, je suis désolée. En tant que ministre, au niveau du tourisme, quel a été votre bilan? Et au niveau aussi aujourd'hui du ministère des Finances et au niveau de l'établissement de certains budgets au niveau de ministères qui sont extrêmement importants aujourd'hui pour les demandes des Tunisiens, rien n'a été fait. Donc je ne comprends pas comment ce monsieur aujourd'hui peut se positionner en disant je faisais partie des personnes qui étaient dans la première étape et le premier round et nous allons passer au niveau du deuxième round. Je dis non, c'est un échec puissant. Vous avez amené aujourd'hui les Tunisiens vers une vie extrêmement difficile, vers une vie qui est extrêmement difficile. Je vais répondre pour ne pas faire... Et là, vous voulez partir sur la deuxième round. Pour ne pas faire d'amalgame. Alors je vais répondre sur le tourisme quand même, qui est un domaine que je connais assez bien. Pour le tourisme, on est tous d'accord pour dire que la saison touristique a été bonne. La saison touristique a été réussie, c'est-à-dire la saison estivale. Le problème qu'il y a eu est un problème sécuritaire. Oui, la saison touristique est une saison... Oui, nous parlons du même pays. Nous parlons du même pays. Les chiffres donnent clairement le fait qu'il y a eu une augmentation des touristes claire et nette, et qu'on est presque revenu à des chiffres sur toute la Tunisie, et sur quasiment sur tous les marchés étrangers. Il y a une augmentation claire pendant la saison estivale qui a été constatée et qui a été même ressentie et pressentie par les Tunisiens. Il y a eu un problème qui est un problème sécuritaire. Ce n'est pas un problème du ministre du Tourisme. Le problème sécuritaire est la catastrophe du 14 septembre de l'ambassade des États-Unis qui a esquinté... Qui à l'époque, le chef du ministère de l'Intérieur, c'était Alila Rey, toujours le même. C'est très bien de le préciser. Et c'est un événement sécuritaire qui a après faussé les chiffres et la pré-saison, ce qu'on appelle la pré-saison. Aujourd'hui, il est clair que la situation dans le tourisme et les perspectives... Il y a des saisons hautes et des saisons basses. Il y a des pics, il y a une après-saison... Comme pour le lait, les fluctuations du lait. Les réservations par les TO se font 6 mois à l'avance et voire des fois plus. Donc malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, et j'étais récemment en Belgique là cette semaine et en France, l'image qui est donnée par la Tunisie, et là je vais dans votre sens, est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Surtout le reportage de France qui nous a pas beaucoup aidé. À cause principalement de l'histoire de l'ambassade des États-Unis et du meurtre politique de Chokri Belaïd. Donc là, il est clair que du deuxième meurtre politique.
En tout cas, la perception aujourd'hui à l'étranger, ce que retiennent nos amis à l'étranger, c'est qu'il y ait eu un meurtre politique, et là c'est très grave, et qu'il y ait eu une attaque d'une ambassade étrangère, et là aussi c'est grave. Donc ce n'est pas, on ne peut pas faire porter la faute à un ministre du Tourisme. Sincèrement, Takatel aujourd'hui, sincèrement, avec toute sincérité, est-ce que vous pensiez que Ali Hared aurait dû démissionner dès les débuts des événements? Quels événements? Du meurtre de Chokri Blahit. Sincèrement. Moi, je pense que tout le gouvernement aurait dû démissionner. Très bien, merci. Allez-y. Je prends acte de ce que dit mon ami du Takat, parce que c'est aujourd'hui, effectivement, l'image de la Tunisie, et ça nous fait énormément de peine. Je pense que nous quatre et d'autres, peu importe nos familles politiques, on a vraiment énormément de peine à voir l'image de notre pays salie à ce point, se dégrader à ce point, et je passe sur la notation de la Tunisie qui a été rétrogradée encore une fois, et on a toujours un gouvernement qui se gosse de ses réussites. Qui c'est qui gère ce pays finalement? Alors aujourd'hui, je pense que c'est la question des Tunisiens aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, face à un événement qui était majeur, je le répète, on ne va pas revenir, même si je reviens sur la mort de Chokri Blahit, c'est un événement majeur. Je pense qu'on ne va jamais l'oublier. Moi, j'ose espérer que cet événement nous sert d'électrochoc pour que, peu importe nos familles politiques, on va dans un sens où il faut se dire stop, arrêtons, mettons-nous tous, mais je dis tous, autour d'une table et essayons de sortir ce pays de ce marasme, de sortir le citoyen, mais en dehors des prix augmentent, mais le citoyen tunisien est dans une situation où il se demande de son avenir, de l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, toutes les familles politiques sont concernées, toutes les familles politiques sont concernées par la situation du Tunisien. Aujourd'hui, après les chamailleries d'à côté, le Tunisien en a marre. Le Tunisien en a marre. Vous êtes, je suis, il en a marre. Le Tunisien, aujourd'hui, il est face à cette situation où il demande à ses dirigeants, à ses familles politiques de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on va faire la parole? Allez-y. Nous, au mouvement OFR, on constate qu'on parle de tout et de n'importe quoi, mais on ne parle jamais des problèmes de fond. Parce que tout ce que nous vivons, encore une fois, ça a des causes bien déterminées qu'il faut trouver. Nous en connaissons une bonne partie. L'une des raisons, c'est l'ancien régime, justement. C'est l'ancien régime parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour leur propre compte, qui n'ont pas travaillé pour le bien du peuple tunisien, qui n'ont pas travaillé pour le bien de la Tunisie et qui ont mis en place un système qui fait en sorte que la Tunisie reste toujours pauvre et reste toujours... nous ne disposons même pas de nos richesses, nous ne savons même pas ce que nous avons comme richesse, que ce soit pétrolière ou, gaz, ou en gaz ou en... Je vous rassure, ni aujourd'hui, nous ne savons toujours pas nos richesses. Nous ne savons pas. Et alors, on se met autour d'une table, autour d'un programme. On ne se met pas autour d'une table pour discuter. On se met autour d'un programme. Donc, alors, mettons en place des propositions, mettons en place un programme, mettons en place une feuille de route bien précise qui traite les problèmes de fond, et je vais en revenir au tourisme, et là on va pouvoir trouver des solutions, mais se mettre autour d'une table juste pour discuter, c'est l'appel de Jumbo et depuis un bon bout de temps de se mettre... Oui, mais c'est quoi les propositions? Alors pour nous, les propositions sont claires et nettes. Alors, quelles sont vos propositions? Notre ligne politique, la première chose à faire, c'est de nettoyer l'héritage du passé. C'est-à-dire d'instaurer la justice. Non, on veut instaurer la justice. Il faut que justice soit faite pour qu'on puisse tourner la page. Alors maintenant, on parle de tourisme. On sait tous que le tourisme tunisien n'est pas rentable. Même si on a 10 millions d'entrées, même si on a 50 millions d'entrées, c'est un tourisme qui est déficitaire. Et c'est en plus un tourisme qui fait en sorte que des milliards de dollars tous les ans... Le tourisme était déjà déficitaire depuis à l'époque de Ben Ali déjà. Oui, tous les hôtels sont déficitaires. Toutes les unités, à part quelques-unes, toutes les unités hôtelières sont déficitaires. Alors nous avons un problème structurel au niveau du tourisme. Est-ce que M. Farfer a encore une fois proposé quelque chose pour résoudre les problèmes structurels? Est-ce qu'on parle de tout ce qui est civilisation tunisienne, de tout ce qui est
de toutes les autres richesses, à part le tourisme balnéaire qui ne ramène rien du tout à la Tunisie. Je vais quand même répondre parce qu'il m'a posé une question à moi directement. Donc les solutions, il y a des solutions qui ont été proposées et des solutions qui ne peuvent pas être mises en place en un an. Pour le tourisme, on est tout à fait d'accord que ce qui a été mis durant les 2 dernières décennies au niveau du tourisme est une erreur et un échec. Il faut absolument, on a un problème structurel qui est l'endettement de certaines unités hôtelières, plus qu'une cinquantaine, auquel il faut absolument trouver une solution et très très rapidement parce que ce problème d'endettement est en train de tirer vers le bas le secteur du tourisme. Il faut absolument repenser aussi le tourisme pour que ça ne reste pas un tourisme balnéaire et pour cela il faut que sur une dizaine d'années, comme ce qui a été fait au Maroc et principalement à Marrakech. Pour régulariser ce secteur, c'est la sécurité avant tout. Un prérequis, c'est la sécurité. Je voudrais quand même sortir de ce débat. Réussi jusqu'à aujourd'hui. Non, qui est un échec total. Je voudrais quand même sortir de ce débat avec quelque chose. Nous, on appelle depuis des mois à ce qui est une réconciliation nationale. On n'en peut plus, même les Tunisiens, même le spectateur aujourd'hui, on a marre des débats où chacun, voilà, c'est ta faute à toi, toi c'est ta faute à toi, toi je te parle pas, toi tu es mauvais. Il en a marre, le spectateur tunisien. Il est en train de... Franchement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais je vais quand même terminer. Je vais quand même terminer et vous allez prendre la parole. Moi je pense aujourd'hui... Mais moi, entre parenthèses, est-ce que l'idée fera partie de ces débats ? Mais Nidetoun fait partie de ces débats. Non, je ne parle pas du débat d'aujourd'hui, je parle des débats d'union nationale avec le gouvernement, etc. Est-ce que vous êtes pour? Mais on était assis lundi dernier autour d'une table, notre secrétaire général était assis autour d'une table. Donc le parti Takatel, officiellement, vous nous dites que Nidetoun ne dérange pas le parti Takatel. On ne nous dérange pas en quoi? Le débat national doit inclure toutes les composantes de la société. Parce que Nahda refuse de discuter avec... Mais je ne représente pas Nahda. Non, mais c'est juste pour une question. Vous ne représentez pas Nahda, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision de Nahda? Par exemple, vous, en tant que Takatel, vous êtes à la Troïka. Est-ce que vous supportez la décision de Nahda ou vous êtes contre? Moi, je n'ai pas à supporter ni à être contre les décisions de Nahda. Nahda assume ses décisions toute seule. Moi, j'assume les décisions de mon parti. Mon parti a été, lors de l'initiative de l'Union Générale, de l'UGTT, l'initiative de l'UGTT à laquelle on appelle toujours et encore aujourd'hui, sous l'égide de l'UGTT, qui est un débat national. Dans ce débat national, il y avait toutes les composantes et je crois que Nidetoun était présent et Jemouri était présent. Donc on ne peut pas... On est sur la réconciliation nationale. Il faut qu'on avance sur ce sujet. Et depuis des mois, ce que j'entends, Takatel, depuis des mois, est sur ce débat d'union nationale et de réconciliation. Mais ce n'est pas nous qui sommes les partenaires aujourd'hui de Nahda dans cette troïka. Ce n'est pas nous. C'est vous qui êtes son partenaire. C'est à vous de discuter avec votre partenaire. C'est à vous de lui entendre, de lui faire entendre raison. Juste pour rectifier de l'actualité, il n'y a plus de troïka. La troïka n'existe plus. Non, donc si on veut parler du passé... Donc maintenant vous êtes parti d'opposition alors maintenant. On ne fait pas. On attend les décisions qui vont être prises. En stand-by. On attend les décisions qui vont être prises. Quelles sont les décisions que vous attendez? C'est incroyable. Vous êtes acteur. Si le chef du gouvernement... Vous êtes acteur ou si le chef du gouvernement... Et je voudrais rappeler que nous avons été les premiers, le premier en tout cas parti faisant partie de la Troïka, a demandé à ce que le ministère de la Justice soit donné à une personnalité indépendante. Nous avons été le premier parti à soutenir, à soutenir l'idée que le ministère des Affaires étrangères doit être donné à une personnalité indépendante. Et nous avons soutenu la journaliste qui a été initiatrice de tout un scandale. Nous avons été absolument... Et le principal ministère? Et l'intérieur? L'intérieur. Mais bien sûr, aujourd'hui, à partir... Et c'est là que je rejoins mon ami Mej, il y a un avant et un après 6 février. Il n'est plus question que le ministère de l'Intérieur soit donné à une personnalité politique. C'est pas ce qu'on a déclaré. Hein. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ce que j'en suis en train d'entendre, là, il y a un avant 6 février et il y a un après. Comment ça se fait aujourd'hui que, faisant partie de la Troïka, vous vous êtes rendu compte, après le 6 février, qu'il y avait une sonnette d'alarme, qu'il fallait dire quelque chose?
Vous n'avez pas vu ce qui se passait pendant tous ces mois-ci? On a tiré toutes les sonnettes d'alarme possibles et imaginables. Nous avons participé à ce gouvernement. Nous avons appelé tous les partis politiques, les sensibilités politiques d'en faire partie. Malheureusement, et l'histoire jugera après qui a eu raison. Alors, ils jugeront après, ça va être à eux de juger. On revient sur Chokri Belaïd. Fawzi Belmrad a déclaré jeudi dernier, le 21 février 2013, qu'il allait dévoiler des informations bien précises sur un parti politique qui serait derrière l'assassinat du martyr Chokri Belaïd. Sauf que le lendemain, le vendredi, le 22 février, il n'a pas tenu ses promesses. Selon vous, pourquoi? Est-ce que c'est des pressions, des menaces? Ils ont déclaré qu'il y avait 3 Algériens qui sont rentrés. Alors, il a fait une déclaration aujourd'hui. Ah, il a fait une déclaration vendredi dernier, mais il n'a pas dit quel parti était derrière Il n'y avait pas de proposition, il n'y avait pas d'information. Mais je pense que c'est un sujet vraiment sur lequel je ne me vois pas du tout revenir dessus, dans le sens où il y a eu un grand cafouillage avec la femme. On essaie de comprendre. On nous a dit qu'il y avait 3 Algériens qui sont rentrés le jour du meurtre. Mais non, il n'a pas dit 3 Algériens. Il a dit qu'il y a 3 Tunisiens qui sont rentrés. Il n'a pas précisé la nationalité. Il a dit qu'ils sont rentrés d'Algérie. Ils sont rentrés d'Algérie. Donc 3 êtres humains sont rentrés d'Algérie. Mais il n'a pas précisé la nationalité. Moi, je voudrais revenir sur cet épisode. Moi, je ne veux pas commenter les propos de mon confrère Fawzi Belmrad. Je n'ai pas plus d'informations que ça, donc je ne sais pas d'où il tient ces informations. Moi, je n'ai pas envie de rentrer aussi dans ce genre de commentaires par respect pour la famille. Mais moi, je me pose une question. On en est là aujourd'hui. Pourquoi ? Il y a un grand dirigeant d'opposition en Tunisie qui est mort. Le ministère de l'Intérieur, sans rentrer dans le détail, est censé communiquer sur l'avancement de l'enquête. Ça se passe dans tous les pays du monde. Et on n'a rien, et du coup, on n'a rien, et du coup, on a des spéculations. Je ne sais pas, on se retourne vers vous. Je pense qu'on en est là, au lieu de chercher des coupables facilement, je pense qu'on en est là parce qu'il y a eu une violence. Une violence qui a été initiée par une violence verbale. Cette violence verbale, elle est tous les jours, on la voit aujourd'hui sur les plateaux de télévision et sur les radios tunisiennes. Et que je pense que cette violence verbale a poussé à une violence politique et à un meurtre politique. Mais je pense que Chokri Belaïd était mort bien avant cet acte physique. Et je voudrais aujourd'hui faire un appel, lancer un appel pour que cette violence verbale s'arrête. Pour qu'aujourd'hui on puisse discuter même entre partis qui n'ont pas les mêmes objectifs ni la même ligne politique, sans qu'il y ait cette violence verbale. Voilà. Mon Dieu, alors, je voudrais un peu... retenez ce que vous avez en tête et après, allez-y. Pour l'assassinat de Chokri Belaïd, qui est tombé en martyr, maintenant, il faut en tirer les leçons qu'il faut. C'est-à-dire que Chokri Belaïd est mort parce que les gouvernements qui se sont succédés depuis la fuite de Ben Ali n'ont rien fait pour empêcher l'argent sale de couler à flot. Ils n'ont rien fait pour que les gens qui ont instauré une dictature sanguinaire en Tunisie soient jugés. Ils n'ont rien fait pour que tous les hommes d'affaires pourris et toutes les personnes qui ont commis des meurtres, qui ont torturé des gens, qui ont détruit des familles, ils n'ont rien fait pour que ces gens-là soient jugés. Et j'espère qu'à l'avenir, on va s'occuper de ces problèmes de fond, parce que si on ne s'occupe pas de ces problèmes, on ne s'en sortira pas et on ne trouvera pas de solution pour l'avenir. Madame Leïla. Oui, je voudrais revenir sur une phrase qui m'a vraiment, je dirais, choquée. Chokri Belaïd était mort bien avant. C'est quelque chose quand même qui est très fort. Il était mort bien avant d'être tué. Ça veut dire quoi? Je veux comprendre. Ça m'a quand même un peu choqué. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Mais je voudrais revenir sur un aspect, et je pense aujourd'hui, qui est extrêmement important. Aujourd'hui, nous parlons du remplacement de Jbeli par l'Araïd. Quel a été le bilan aujourd'hui de l'Araïd au niveau du ministère de l'Intérieur? Les Tunisiens ont le droit de savoir. La dernière en date, qui est la découverte d'armes lourdes, où ça? Au sein de la capitale, Nihla. On est dans la capitale, c'est des armes lourdes quand même. Des armes lourdes, c'est des RPG. Des grenades, des RPG, des lance-roquettes. Je voudrais rappeler à madame que Béji Saïd Essebsi, il a une certaine responsabilité pour les armes maintenant qui circulent en Tunisie, parce qu'il était Premier ministre je vous ai laissé parler. Quand ces armes sont rentrées. Laissez-moi terminer ce que je voudrais vous dire. C'est que la découverte de ces armes lourdes aujourd'hui
ce ne sont pas des petits pistolets ou bien des petites armes avec lesquelles ils vont faire peur aux gens. C'est certainement pour faire quelque chose qui est encore beaucoup plus important. Vous savez, avec ce genre d'armes, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses qui sont bien pires. Ça veut dire on peut s'attaquer à l'armée, on peut s'attaquer au ministère de l'Intérieur. Vous savez qu'avec ces lance-roquettes et avec ces RPG, on est capable de pouvoir faire exploser les tanks. C'est vraiment très grave. Les Tunisiens ont besoin de le savoir. Mais ce qui est encore plus grave, ce n'est pas vraiment la découverte de ces armes-là. C'est comment ça a été découvert. Est-ce que les Tunisiens aujourd'hui le savent? Est-ce que vous savez comment ces armes ont été découvertes? Non. Alors je vais vous dire comment ces armes ont été découvertes. Et elles ont été découvertes fortuitement. Alors, une voiture de la STEG avec un GPRS qu'on ne retrouve plus, qui a été signalée à la police pour la chercher. La police a retrouvé cette voiture avec le signal GPRS dans le hangar, aujourd'hui, qui servait de hangar, d'entrepôt absolument, pour les boissons alcoolisées. Quand ils ont obtenu l'autorisation du procureur de pouvoir ouvrir l'entrepôt, absolument, ils ne savaient pas du tout qu'ils allaient retrouver. Ils ne savaient pas qu'ils allaient retrouver des armes. Ils pensaient tout simplement qu'ils allaient retrouver la voiture. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé les armes par hasard. Par hasard, c'est terrible. Et même pour le ministère de l'Intérieur, c'est très grave pour eux. On a l'impression que ces armes, c'est devenu, cette découverte d'armes, c'est devenu un phénomène en Tunisie. Mais le Tunisien a besoin d'avoir cette information. Voilà la transparence. Voici les informations qui sont importantes à savoir aujourd'hui. Le problème des armes est un problème très sérieux. Il va falloir y trouver une solution. Et ça fait partie de un point parmi les points du bilan de l'ARAI. Voilà, c'est la contrebande. Parce que là, on parle de sécurité. Moi, je vais vous parler de sécurité sanitaire. La contrebande de médicaments qui arrive en Tunisie. Et c'est encore plus grave pour la santé de nos concitoyens. La contrebande alimentaire qui arrive en Tunisie avec des produits dont on ne connaît pas la traçabilité. La contrebande biologique avec apparemment des palmiers qui arrivent d'Algérie et qui menaceraient nos palmiers qui sont d'une variété assez fragile. C'est la notion de sécurité, il faut l'appréhender dans sa globalité. Aujourd'hui, cette insécurité, effectivement, est menacée sur plusieurs volets sanitaires. Alors, on termine avec M. Semi, mais j'ai une question à vous poser d'ordre général. Allez-y. On parle quand même aujourd'hui de Ligue de protection de la Révolution. Je voudrais juste rappeler que ces ligues ont été autorisées sous le gouvernement de Béji Caïd Sebsi et que les armes ne sont pas rentrées sur le gouvernement, sur le territoire tunisien après le 23 octobre. Ce sont des armes qui sont rentrées bien avant. Oh là là, là, excusez-moi, est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves qu'elles sont rentrées après le 23 octobre? Vous avez des preuves qu'elles sont rentrées? Alors pourquoi vous faites porter le chapeau? Je n'ai jamais dit après le 23 octobre. Pourquoi vous faites porter le chapeau? On est en train de parler d'armes. On est en train de parler d'armes. Donc est-ce que vous avez une preuve que les armes sont rentrées après le 23 octobre? Personne ne sait aujourd'hui quand est-ce que les armes sont rentrées. Il y a un problème sécuritaire depuis quelque temps. Il y a un problème sécuritaire depuis quelque temps. J'aimerais qu'on trouve des solutions à ce problème sécuritaire, à tous les problèmes sécuritaires, qu'on trouve des problèmes. Et j'aimerais inviter Nidé Tounes, d'ailleurs, qui nous promet un programme politique, social, économique et sécuritaire depuis quelques mois qu'on ne voit pas. Nidé Tounes critique assez aisément, c'est peut-être son rôle dans l'opposition, mais j'aimerais qu'on passe à une opposition... À l'action. À la proposition et à des propositions claires qu'on voit ce programme que nous attendons avec impatience depuis quelques mois aujourd'hui qui n'arrive pas. Voilà. Madame Laïla, alors là, petite réponse quand même. Une réponse rapide, je n'ai jamais dit, et je n'ai pas parlé de la date du avant 23 ou après 23. J'ai parlé du processus. J'ai parlé de la manière avec laquelle les armes ont été retrouvées. Et le danger est là. Il n'est pas dans le fait d'avoir trouvé des armes. Bien sûr, c'est très dangereux d'avoir trouvé des RPG et d'avoir trouvé des Kalachnikov, etc. Mais c'est plutôt le processus. Comment ça se fait que des armes de ce calibre circulent? Et circulent dans quoi? Elles circulent dans des voitures de la fonction publique parce que ces fameuses voitures étaient utilisées pour transporter les armes. Autre information que vous n'avez peut-être pas. Donc là, aujourd'hui... Est-ce qu'elle est confirmée, cette information, par le ministère de l'Intérieur? C'est une voiture volée, d'après ce que vous dites. Elle a été volée, sûrement, la voiture. Donc, elle a été volée... Non. Pour servir à quoi? Bon, vous aurez l'information. Alors, on va finir ce débat. Je pense qu'il ne faut surtout pas, je dirais, prendre cela à la légère. Nous sommes en train de parler du Tunisien. Et
Et nous avons un engagement. Oui, il y a un engagement. Nous il y a un aimerions bien engagement aussi par rapport à ce Tunisien. que Béji Caïd Sebsi Il y reconnaisse a aujourd'hui ses un erreurs engagement. quand il a été Et il y Premier a aujourd'hui ministre. un engagement. Il faut Et il qu'il y le a aujourd'hui reconnaisse. une parole qui a été donnée aux Tunisiens. Vous n'êtes pas d'accord, hein, M. Absolument. Brolé. Non, moi, ces accusations balancées de part et d'autre, c'est bon, quoi. Les Tunisiens, on a, je pense, un peu marre Absolument. de Alors, ça. aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent, de Tunisien, ça. finalement? Qu'est-ce qu'ils veulent Aujourd'hui, le Tunisien, à mon sens, et pour le Parti Jmour, déjà aujourd'hui, on a besoin, on ne va pas réaliser, il faut arrêter de leurrer les gens, on ne va pas réaliser des miracles d'ici les élections. Il faut cantonner cette flambée des prix, je dis bien cantonner, flambée des prix, essayer d'apaiser la situation. Que le Tunisien retrouve sa confiance, retrouve la confiance dans ce pays et essayer de redorer, d'améliorer l'image de la Tunisie à l'étranger. Vous pensez qu'il a perdu confiance dans son avenir. Je ne vais pas dire au gouvernement, mais aux hommes d'État, aux hommes politiciens. Effectivement. Ils ont perdu confiance, les Tunisiens. Effectivement. Il a perdu confiance dans la politique. Et ça, il faut aller au premier café du coin et discuter avec n'importe qui. Vous aurez la réponse. Parce qu'on parle du respect de la parole donnée. Aujourd'hui, on pense que nous, en proposant un gouvernement technocrate, on pensait offrir même une planche de salut à un Ennahda. Aujourd'hui, ce serait bien que les politiques se recentrent sur des problèmes de constitution politico-politicienne, sur des problèmes de réforme de la justice, sur des problèmes de la haute instance de l'information, et diriger cette période transitoire avec un gouvernement ou de technocrates, au moins un gouvernement avec 4 ministères de souveraineté qui sont aux mains d'indépendants. Et j'ajoute, moi je ne comprends pas la logique quand Ennahda ou autres, ou alliés, qui nous disent on est d'accord pour la justice, mais pas pour l'intérêt. C'est un principe. C'est un principe. Ou on est d'accord sur le principe et dire que ministère de souveraineté aux mains d'indépendants, ou on n'est pas d'accord. Mais dire que oui, moi, la justice, je suis d'accord, mais et l'intérieur, je ne suis pas d'accord, c'est un non-sens total. Alors moi j'ai une question quand même pour Semi Al-Afdal, membre du bureau politique du parti Takatl. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, sincèrement, que l'opposition est capable de diriger le pays ? L'opposition actuelle. Alors aujourd'hui, le pays ne peut être dirigé que par un large consensus. Ça, c'est clair. Ni l'opposition, ni le gouvernement dans son état actuel, ni la Troïka dans son état précédent ne sont capables aujourd'hui de diriger le pays. Il faut qu'il y ait un consensus le plus large possible au sein de l'Assemblée nationale constituante. Et nous avons appelé et nous avons rappelé à ce que toutes les sensibilités et tous les partis politiques se regroupent sous l'initiative de l'UGTT pour qu'on aille de l'avant, pour qu'il y ait ce débat national et pour qu'il y ait cette réconciliation. Allez, on va terminer ce débat, on fait un tour de table. Dernière question de ce débat ce soir. Ali Laraïev, donc nouveau chef du gouvernement donc de transition, si on peut appeler ça comme ça. Quels sont vos conseils au nouveau chef du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez du chef du gouvernement aujourd'hui? J'attends du chef du gouvernement qu'il prenne des décisions courageuses, qu'il s'attaque réellement aux vrais problèmes, qu'il rompe réellement avec le passé et qu'on arrête tout ce qui est népotisme, tout ce qui est... c'est en fait, jusqu'à maintenant, les politiques qui ont été suivies par les différents gouvernements, ce sont des politiques sans aucun courage. C'est-à-dire ils n'ont ouvert aucun dossier et ils se sont contentés de prendre le système de Ben Ali exactement comme il était et d'essayer de bâtir dessus, ce qui est impossible. Alors je conseille à n'importe quel chef du gouvernement, quel que soit Ali Araïd ou autre, peu importe, je lui conseille d'être courageux et de prendre les décisions qu'il faut. Très bien. Allez-y, M. Semi. Alors moi, le conseil, j'espère qu'il sera un homme d'État, qui saura être un homme d'État. Et un homme d'État fait passer les intérêts de la Tunisie avant les intérêts partisans. Il faut absolument aujourd'hui, pour qu'il y ait un message clair et fort pour la Tunisie, il faut rendre les ministères souverains indépendants. Il faut que la justice soit indépendante, il faut que le ministère de l'Intérieur soit indépendant, et de la Défense et des Affaires étrangères, bien sûr aussi. Il faut donner un signal clair pour réconforter les Tunisiens qui sont très très mal au point aujourd'hui. Très bien. Madame Laïla Chatéou. Le mot qui me revient, c'est le consensus. Cet homme va devoir mettre en place le consensus, c'est-à-dire mettre autour de la table tous les partis sans exception. Et s'il ne réussit pas à faire travailler tous les partis sans exception,
il va droit vers l'échec, et vers son échec personnel, et vers l'échec du parti qu'il représente, qui est Nahda, qui est passé aujourd'hui à un cheveu d'un échec définitif et de passer, je dirais, dans les oubliettes. Le jour où Jbeli est sorti pour dire « je fais un gouvernement de technocrates », ce jour-là, il a évité, je dirais, au Nahda et à la Troïka, un suicide collectif. Voilà. Monsieur Majid Hajari. Moi, je n'ai pas de conseil à donner à M. Ali Araïd. Moi, tout ce que je constate, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le message donné est un message négatif. Les gens attendaient un pas de Nahda. Nahda a fait jouer toujours les intérêts du parti avant l'intérêt national. Je pense que d'abord, il n'y a pas eu concertation large pour le choix de ce Premier ministre, chose qui est déjà préjudiciable et qui, je pense, est un message négatif dans un moment où le pays vraiment a besoin de messages pour essayer pour remettre les choses en marche. Je pense que j'espère me tromper. J'espère qu'il arrive à rectifier le tir. Je n'ai rien, et le Parti Jumhouri n'a rien contre la personne de Ali Araïd, mais on a beaucoup à dire sur une politique aujourd'hui qui est basée sur un partage, entre guillemets, du gâteau, chose qui nous a conduit à ces moments-là critiques. J'espère qu'ils vont pouvoir rectifier le tir, même si je suis dubitatif. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Majid Hajari, membre du comité central du Parti El Jumhouri. Merci également à Monsieur Qaïs Qaroui. Je voudrais dire un mot avant de finir. Allez-y alors. Alors, tous les partis sans exception, je suis d'accord avec vous, mais je voudrais aussi que tous les partis sans exception acceptent de signer avec nous la loi pour l'exclusion des RCDistes, parce que les RCDistes sont la véritable raison de la situation de la Tunisie actuellement. Donc, Nida Tounes, ce n'est pas Nida Tounes qui est en cause, c'est les RCDistes, qu'ils soient à Nida Tounes, qu'ils soient à Nahda, qu'ils soient n'importe où, c'est eux qui sont en cause. Et nous voudrions les exclure. Oui. Alors, si Nida Tounes, il signe avec nous ce papier, alors bienvenue à lui sur la scène politique tunisienne. Que nous sommes pour cette exclusion. Et cette exclusion doit se faire dans les règles de l'art. Elle va de se faire par la voie de la justice. Et toute personne qui a transgressé des lois, et toute personne qui a... la justice ne traite pas des crimes politiques. La justice traite des crimes de droit pénal et tout ça. Moi, je parle d'un crime politique qui a été commis pendant un demi-siècle. C'est autre chose. Ce n'est pas la justice qui traite ça. Le débat continue. Et nous le demandons. Et on le demandera jusqu'à la fin. Il ne s'arrêtera jamais avec les RCD. Je pense qu'ils sont un peu partout. Et bon, comme Madame l'a dit, je ne veux pas prendre position. Il y a sûrement une justice. 10 000 ou 12 000 à tout casser. On ne parle pas de 2 millions de personnes. Non. On a 9000, on a une liste de 9800, voilà. Je pense, un truc comme ça. Merci. De 9000 familles, il faut vraiment passer par la justice. Merci, Monsieur Majid Hajari, membre du comité central du Parti El Jumhouri. Merci, Qaïs Qaroui, membre fondateur du mouvement Wafé. Merci à Madame Leïla Chattewi, membre du bureau politique de Nida Tounes. Et merci à Monsieur Semi Rafdallah, membre du bureau politique du Parti Takot. C'est la fin de cette émission. Nous espérons avoir répondu à vos questions, à vos petites paniques sur ce qui se passe quand même sur la Tunisie. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, lundi prochain, à 20h15, à la même heure, sur la même chaîne, sur Tounesna TV. Vive les Tunisiens et les Tunisiennes et vive la Tunisie. Vive la Tunisie. Et restez sur Tounesna TV. Au revoir.